Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sienne TV. Aujourd'hui, nous recevons l'UITS. L'UITS est l'Union des industries des technologies de surface. Vous êtes un syndicat professionnel, membre de la Fédération des industries de la mécanique. Pour en parler avec nous, Anne-Sophie Mas, vous êtes la déléguée générale de l'UITS, et Bruno Poupel, bonjour, vous êtes le vice-président de l'UITS. Alors très simplement, l'UITS, c'est quoi? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, l'UITS, comme vous l'avez dit, c'est un syndicat professionnel. Alors nous, on préfère parler d'organisation professionnelle, puisqu'on regroupe des entreprises dans le secteur du traitement des matériaux. Notre syndicat compte 210 membres actifs, ce qui représente environ 400 sites industriels en France. Et la particularité de l'UITS, c'est qu'on regroupe à la fois toute la sous-traitance en traitement de surface, traitement thermique, peinture, et les fournisseurs de cette industrie. Donc aussi bien les fournisseurs de matériel que les fournisseurs de produits chimiques. Donc notre rôle au niveau du syndicat, c'est de défendre les intérêts des adhérents et de la profession. Ça peut être aller négocier un texte avec le ministère de l'Environnement, par exemple, et ça peut être accompagner un adhérent qui a un problème juridique sur des relations clients-fournisseurs. Donc on agit en fait pour le bien-être des adhérents, des entreprises et de la profession. Ces technologies de surface, pour les non-initiés, c'est quoi? Alors le traitement de surface ou traitement des matériaux au sens large, ça va être pour apporter des propriétés différentes de celles d'une pièce mécanique usinée. Donc en sortant d'usinage, en fait, une pièce, on ne peut pas l'utiliser, il faut lui donner des caractéristiques mécaniques. Et le traitement des matériaux va avoir ce rôle-là. Donc on va parler d'anticorrosion, on va parler de décoration, on va parler d'antifrottement. Voilà, toutes ces propriétés-là sont apportées par le traitement des matériaux. Alors effectivement, la sous-traitance, ça représente quoi dans vos métiers? C'est la quasi-totalité sont des sous-traitants de grands groupes ou vous avez une idée de ça? Alors, on peut être sous-traitant de grands groupes, mais nous, on travaille très peu en rang 1. Ce sont surtout les mécaniciens qui vont confier les pièces à traiter. Et le sous-traitant va faire le traitement de surface ou le traitement thermique et va rendre la pièce au mécanicien qui, lui, va la rendre à son donneur d'ordre. Alors on sait que les chaînes de la sous-traitance, ça peut être en fonction de la situation économique plus ou moins compliquée. Vous veillez justement à ce que ça ne soit pas trop compliqué pour vos adhérents notamment ? Alors, on essaye de faire en sorte que ce soit le moins compliqué possible. Malheureusement, on n'a pas de baguette magique. On sait qu'aujourd'hui, la conjoncture est plutôt tendue sur certains secteurs. On parle du luxe, du bâtiment, de l'automobile, qui sont aujourd'hui les 3 secteurs qui nous inquiètent fortement. Ouais. On voit que le secteur militaire, aéronautique, tire plutôt bien son épingle du jeu, notamment au niveau de la sous-traitance en traitement des matériaux. Mais oui, on essaye d'avoir un œil et de porter la voix de la profession pour que nos adhérents aient le moins de problèmes possible à ces sujets-là. Les inquiétudes, justement, sur les 3 premiers secteurs, portent sur quoi? Est-ce qu'elles sont nouvelles ou est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est quoi le problème? Alors, sur l'automobile, sans secret, c'est lié au passage du thermique vers l'électrique, avec une baisse des ventes des véhicules, aussi bien électriques d'ailleurs que thermiques. Sur le luxe, c'est relativement nouveau. On voit et l'identification qu'on a pu en faire, c'est plutôt un changement d'habitude du marché chinois qui était très porté sur tout ce qui était maroquinerie, flacons de parfum, etc. Et qui, depuis le Covid, commence à changer un petit peu ses habitudes en se tournant vers d'autres secteurs, le tourisme, les maisons de luxe, etc. Et sur le bâtiment, malheureusement, on le voit, l'effondrement de l'immobilier. Alors nous, on intervient aussi en réparation. Donc la réparation s'en tire un peu mieux, on va dire. On a encore un petit peu de marché, mais on voit une très forte baisse de la demande à ce moment. Ouais. Alors, Bruno, justement, il y a un sujet qui est revenu, c'est l'importance du traitement des matériaux dans la réindustrialisation. Pourquoi c'est revenu ce sujet et en quoi c'est important? Pourquoi il est important? Il est important pour plusieurs raisons, mais surtout l'évolution de tout ce qui est environnement, tout ce qui est industriel. Et il est important parce que nos sociétés sont soumises à beaucoup de restrictions, à beaucoup de textes qui font que ça peut être aussi un inconvénient. Et le fait de réindustrialiser, j'allais dire proprement le métier, permettra de le développer tout autant.
Sachant que on le voit bien dans l'aéronautique, le spatial, l'armement, le médical et d'autres secteurs où il y a un développement qui est très important, avec des commandes qui sont très importantes. Il faut qu'on puisse suivre cette évolution. Et cette évolution-là, elle ne va rentrer que dans la négociation. Alors, elle peut être politique au niveau national, au niveau local, au niveau régional, mais il est très important que nos sociétés suivent et continuent à travailler avec l'évolution qu'on leur demande. Mais pour que je comprenne bien le cap difficile ou les problèmes qui arrivent, c'est quoi? C'est dans les normes, c'est dans les contraintes, dans les traitements de surface? Alors, les normes, non, parce que les normes restent identiques. Oui. Si vous voulez, quel que soit le client final, les normes, elles n'ont pas le même nom, mais elles se ressemblent très fortement. Bon. Voilà. Les normes environnementales sont des sujets, mais ce sont des sujets qui évoluent au fil du temps et c'est pas subite. D'accord. C'est surtout... on a le temps de s'y adapter. On a le temps de s'y adapter. En plus, si vous voulez, la négociation avec les pouvoirs politiques, c'est qu'on puisse s'adapter avec une date butoir. Parce que ça, c'est hyper important. Mais c'est surtout l'accélération des commandes et le suivi qui n'est pas forcément fait à la même vitesse. On prend par exemple des gens d'à côté qui passent des commandes, qui reçoivent des commandes où ça s'accélère, où on passe un tiers de plus de finition. Il faut absorber le tiers de plus de finition. Sachant que un avion ou un satellite ou même quelle que soit la pièce que l'on traite, c'est des milliers de pièces. Donc c'est multiplié par autant de commandes. Et effectivement, réindustrialiser, mais le faire, entre parenthèses, intelligemment. Dans la mesure où on doit suivre la réglementation, on doit suivre le pouvoir économique, on doit suivre plein de choses. Parce que pour avoir une idée, Anne-Sophie, vos adhérents en majorité, c'est quoi? C'est des PME, des ETI, c'est des petites structures? La majorité des entreprises, c'est entre 20 et 100 salariés en traitement des matériaux pour des PME qui ont déjà une taille importante en traitement des matériaux. Mais je pense pour compléter ce que dit Bruno, ce qui est important de bien, là où il est important de bien faire le lien, c'est entre la mécanique et le traitement de surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans traitement de surface, on ne peut pas avoir d'industrie mécanique. Et sans industrie mécanique, on ne peut pas avoir d'industrie et de vie locale en fait. Nous, on a des entreprises qui sont fortement dépendantes du tissu local. Elles sont implantées à côté des grands donneurs d'ordre ou des mécaniciens. Et donc, c'est là où il est important de faire le lien entre la réindustrialisation et le traitement des matériaux. Et aujourd'hui, sans traitement des matériaux, on ne va pas pouvoir implanter toutes les entreprises vitales pour notre économie, en fait. Donc, l'importance du sujet, elle est cruciale pour nous, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de réglementations environnementales qui tombent, beaucoup d'incertitudes sur l'utilisation de certaines substances chimiques. Et notre grosse inquiétude, c'est la délocalisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements de surface qu'on peut aller faire hors d'Europe, les réimporter sans aucune difficulté. Avec les mêmes normes. Avec les mêmes normes. C'est juste une réglementation européenne qui est contraignante et ça pose des difficultés pour préparer l'avenir. Alors justement, cet avenir, on conclura comme ça, vous le voyez comment? Quelles sont les marges de manœuvre de vos adhérents? Et vous, sur quoi vous pouvez insister? Sur quoi vous pouvez... Alors, je pense que la force de la profession, c'est son savoir-faire. C'est la proximité avec les entreprises mécaniciennes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone quand on parle réindustrialisation ou décarbonation. Le fait que nos entreprises soient implantées à côté des entreprises mécaniques, ça donne un immense avantage concurrentiel. Et on a une très grande souplesse dans l'organisation de la supply chain, ce qui fait qu'on a des entreprises qui sont hyper réactives. Et aujourd'hui, la force de la profession, elle est là. Bruno ? Oui, Anne-Sophie a raison. Et en plus, si vous voulez, le savoir-faire que l'on a est très très bien maîtrisé. Ce qui ne l'est pas forcément à l'extérieur.
Et ça permet aussi un échange entre les gens de l'aéronautique, par exemple, pour pas les nommer, les gens de l'aéronautique et des petites sociétés d'une vingtaine ou trentaine de personnes, où on peut avoir des échanges qui soient francs et qui soient porteurs. Parce qu'on est aussi dans le domaine conseiller. D'accord, oui. D'accord. Et puis, c'est pas que du descendant, quoi. C'est pas que du descendant. Il faut avoir un échange qui soit très jovial entre les uns et les autres, et ça permet d'avoir beaucoup de satisfaction au final. Et tous nos confrères, on est 200 représentants, c'est ça à peu près, ont à peu près le même dialogue. C'est des fois difficile, mais réindustrialiser, c'est difficile. Ouais, mais il faut que ce soit aussi porteur de relations. Et enfin, moi, à titre personnel, on travaille en direct avec beaucoup de gros donneurs d'ordre, et on a des échanges qui sont très joviaux, parce que on amène notre expérience et ils amènent leurs besoins. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. Et dans la réindustrialisation, ce qui est important, c'est, et ça on commence à le voir, c'est ce qu'on appelle un échéancier, qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans, mais avec un échéancier, on a une vision qui est beaucoup plus nette des besoins de nos clients. Et de la charge de travail que vous aurez, et ça nous permet aussi d'évoluer dans ce sens-là. Ouais. Anne-Sophie, un petit mot pour conclure. Écoutez, je pense que Bruno a mis le point sur un point important, c'est la problématique des compétences. Voilà. Aujourd'hui, la force de la profession, c'est aussi ça, c'est d'avoir les compétences au niveau de la sous-traitance et de pouvoir faire remonter les informations auprès des donneurs d'ordre qui, eux, ont tendance à perdre un petit peu en compétences en traitement des matériaux. Et le dernier mot, voilà, on est dans une belle profession, utile, nécessaire, donc avec quand même un bel avenir. Parfait, merci beaucoup. Merci C'est à nous tous qui les vous deux. remercions. Merci. Merci.